Pour la première question, que pensez-vous de votre parcours professionnel? Je vois, OK, pour moi, je ne suis pas, disons, je suis un professeur. J'enseigne au collégial, mais pour moi, d'abord, c'est une vocation. Donc, ça vient d'un appel intérieur que de transmettre, éveiller les consciences et proposer la remise en question des êtres humains. Donc, au niveau des étudiants, donc les remettre en question. Donc, je me vois plus ça vient plus d'un appel intérieur. Ça devient par la suite un art à pratiquer. Et en troisième terme, je pourrais dire que oui, bon, c'est mon métier, c'est ma profession d'être professeur de philosophie, mais à la base, c'est d'abord une vocation, ensuite développer un art, puis en troisième lieu, un métier, une profession. On parle d'enseignement de la philo. Maintenant, je vous demanderais pourquoi écrire? Ben, ça a été d'abord, écrire, ça vient d'abord d'un appel intérieur, d'une nécessité à s'exprimer, mais à traduire des questions existentielles qui nous tenaillent, les traduire en s'exprimant, en pensant. Puis ça va sortir de la forme. La forme, je ne l'ai jamais commandée d'avance. Donc, des fois, ça peut sortir en dialogue, en poème, en aphorisme, en essai réflexif, mais on dirait que ça vient d'abord d'un appel profond comment dire, qui est lié à un questionnement qui implique le corps en entier. Ouais. Est-ce qu'il y a un désir de transpercer le temps ou garder une mémoire? Disons que quand j'écris, j'essaie d'écrire quelque chose qui est d'abord une nécessité. Donc, j'écris par nécessité. Donc, je n'écris pas pour être reconnu. Je n'écris pas pour être à la mode, pour plaire. Mais c'est sûr que quand je me relis, je me pose une question. Est-ce que c'est absolument fort? Si oui, je le garde. Sinon, je l'élimine. Et si c'est fort à un certain degré, mais que je ne vois pas que c'est absolument fort, je me dis, est-ce que ça s'insère bien dans l'œuvre créatrice? Et si ça s'insère bien dans le continuum de l'œuvre, je vais le garder. Mais le but, oui, un but de léguer quelque chose qui touche un peu un aspect universel et intemporel, oui. Mais pas nécessairement d'être reconnu ici de manière actuelle. Pourquoi pas peut-être posthume, on ne sait jamais. Et quand c'est posthume, on a au moins la paix et on peut vivre à notre manière sans contrainte, sans se sentir, mal ou être pris dans une espèce de cirque de la popularité. Qu'est-ce qui vous inspire, vous donne envie d'écrire? Qu'est-ce qui m'inspire? Disons que tout part du corps. C'est bizarre, c'est comme tout part soit d'un sentiment, d'une angoisse, d'un questionnement interne que je dois traduire avec des mots. Hein? Donc, ce qui m'inspire, ça peut être aussi la beauté d'un paysage, l'attrait pour un être, le désir de résoudre un questionnement existentiel en proposant un art de vivre, une parole de sagesse, ou simplement clarifier une tension intérieure. Donc, et ce qui m'inspire, j'oubliais aussi la musique. Nietzsche disait sans musique, la vie ne serait pas la même. Il serait difficile de vivre sans musique. Une vie sans musique ne serait pas une vie. Bon, je paraphrase, mais oui, la musique, la nature,
l'attrait pour la contemplation, les gens, la beauté, et d'autres écrivains que je lis, qui m'interpellent, qui répondent à certains de mes questionnements, le dialogue avec les autres écrivains. Vraiment le dialogue, les discussions avec les gens aussi. Donc c'est assez varié. Quelles sont vos contraintes, s'il y en a? Est-ce que vous vous imposez des limites de temps, des mots par phrase, des phrases par paragraphe, un nombre de pages quelconque, une ligne directrice ou une tonalité quelconque? C'est drôle parce que mes contraintes sont d'abord, je m'impose des contraintes dans mon art de vivre. Puis vous allez voir que je vais faire le lien. Donc, je m'impose un choix de nourriture, je m'impose qui est mieux adapté à mon corps, un type d'entraînement, la fréquentation de certains individus, le fait de choisir de boire du thé plutôt que de l'alcool, le fait de nourrir une certaine solitude et de me remettre en question et de faire certaines lectures. Donc ma contrainte, c'est lié à mon art de vivre. Et ce qui va émerger comme style littéraire, admettons que c'est de la poésie, bien, on dirait que la contrainte va se faire toute seule. C'est comme si je laissais naître de façon spontanée, où j'étais attentif à un style qui allait naître, et c'est comme si le texte va se faire et je vais être témoin du texte. Donc, je ne fonctionne pas de manière prédéterminée avec des objectifs clairs, rationnels. Le texte va prendre la forme qu'il a à prendre quand il va naître. Je me rappelle avoir écrit un texte où je me suis assis, ça a pris 3 semaines, j'ai su que là ça commençait, j'ai su quand ça finissait, j'ai écrit le titre, j'avais lu d'abord un auteur qui m'avait interpellé, et en lisant cet auteur-là, j'ai commencé à écrire. Donc je ne sais jamais, là j'écris pas, ça fait 2 ans, je ne sais jamais quand ça va revenir, quand ça part, quand c'est là. Ma seule contrainte, c'est peut-être l'écriture de mon journal au quotidien. J'écris mon journal au quotidien, ça c'est une de mes contraintes, mais au niveau de la création, c'est imprévisible. J'y vais quand je suis inspiré. Votre journal, ça contient des fois ce qui pourrait se retrouver dans le livre? Pas du tout. Le journal, c'est simplement une hygiène de vie pour prendre conscience de comment je vis, qu'est-ce que je fais. Il n'y a rien d'état d'âme émotionnel, c'est simplement descriptif. Ça me garde dans une certaine discipline d'écriture, très pragmatique, très simple, très factuelle, mais ça me garde dans une espèce d'entraînement. Mais c'est pas stylistique du tout. Quand je crée, ça vient d'un appel profond ou ça ne vient pas du tout. Donc c'est important pour vous une écriture spontanée? Spontanée, je suis plus dans l'écriture spontanée. Tu as 2 types d'écrivains. Des écrivains qui vont s'asseoir chaque jour à leur table à telle heure, et ils vont écrire ou ne pas écrire, mais ils vont s'asseoir un certain nombre d'heures. Ils vont se lever entre 6 heures le matin et 11 heures, comme Sartre faisait ce genre d'écriture-là. Moi, c'est quand ça monte. Et là, pour l'œuvre, toutes mes œuvres vont fonctionner de cette manière-là. Mais la dernière œuvre, Va boire du thé, c'était dans le métro. J'ai écrit 4 poèmes de suite en 1 page, un thème par page. J'ai dit, j'ai ma forme. J'ai voulu en écrire 100. Donc là, c'était mon souhait d'en écrire 100 poèmes. J'en ai écrit 53, je n'ai retranché 4 ou 5. Et ça fait 48 poèmes sur 48 thèmes différents. J'avais trouvé ma forme. Donc la forme va se donner à moi. Elle va apparaître à mon être. Je ne l'ai pas décidé d'avance. Donc c'est plus inspiré, c'est plus spontané, c'est plus je suis le flow de l'écriture. Et là en ce moment, je suis un peu en deuil au sens que il n'y a rien qui monte, mais je sens que je suis en période de gestation, en période de mise à distance de l'écriture. Quand vous écrivez, parlez-vous en votre nom, le « je », ou celle d'un proche, d'une personne rencontrée, peut-être d'un référent en philosophie? Très bonne question. Il y a une œuvre où j'ai
n'ai utilisé aucun je et aucun verbe être. Par exemple, l'expression « je suis celui qui parle » n'était pas présente. Il n'y avait aucun je et aucun verbe être dans une œuvre. C'était comme une petite contrainte que je voulais m'imposer. Donc, ça vient un peu contredire ce que je dis tantôt. Mais des fois, je fais parler une personnification d'un dieu indien, comme dans Incident Shiva. Je fais parler Shakti, la déesse Shakti, et Shiva, le dieu Shiva, mais ça symbolise plutôt la conscience ou l'énergie. Je parle à la fois des fois au je, des fois à l'impersonnel. Je m'en rappelle pas toujours, ou des fois c'est des pensées générales. Comment vous tranchez dans le texte? Quelle est votre procédure pour garder que le meilleur, si on peut dire? Comme par exemple, si je me fie à un de vos livres, vous aviez passé de 1600 à 600 aphorismes. Aphorismes, oui. Donc, mettons que si on prend La puissance de l'instant, qui est 3 œuvres d'aphorismes, j'en avais écrit 1600, j'en ai gardé 6 ou 700. Je relis donc dans l'œuvre, elle a un titre, donc l'œuvre est délimitée par un nombre d'aphorismes. Je vais relire, et dès que c'est un nom, je vais retrancher l'aphorisme. Donc, c'est comme un travail de peaufinement. Je commence par retrancher ce qui est un nom ou ce qui est un peut-être. Ce qui est un oui, je le conserve. Ce qui est fort, je le conserve. Ce qui est bon, mais je ne suis pas sûr, je vais le mettre entre parenthèses. Et là, je vais tout relire l'œuvre. Et après, voir si le oui, mais c'est un moyennement... Ben, c'est le oui, l'aphorisme qui est un... C'est bon, mais j'ai des doutes. S'il s'insère bien entre les deux aphorismes, puis ça fait une certaine suite, je vais le conserver. Mais c'est comme un travail d'artiste. Hein? Mettons, un groupe de musique va faire peut-être 50 chansons des fois, même 30, et en conserver de 8 à 10, ou même en faire plus. Donc, je suis un petit peu comme... Je m'associe beaucoup au travail, soit des jazzman ou des musiciens, où on retranche. On ne conserve pas tout. C'est pas vrai que tout est puissant, tout est bon, tout a de la force et de la valeur, mais s'il y a quelque chose, un noyau qui se conserve, il faut que ce soit un noyau quand même d'une force, d'une certaine force. Là. Donc, c'est ça qui va faire l'œuvre à la fin, avec le titre et le corpus. Donc, je sais que vous en avez parlé un petit peu tantôt, mais je voulais quand même en savoir plus là-dessus. Quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt à écrire un livre? On n'est jamais... Moi, ça a commencé très jeune. J'ai eu un appel, j'avais 14 ans. Je veux être écrivain, je veux devenir écrivain. Je pensais écrire des romans. Et je ne suis absolument pas doué pour le roman, mais il y a la poésie qui m'interpellait beaucoup au début. Donc, les poètes français, les romanciers français, je suis tombé là-dedans à 16 ans. J'ai quelqu'un qui me transmet l'amour de la littérature. Mais ça a pris 20 ans avant que je sorte le premier livre, Présence, qui est un recueil de dialogues philosophiques avec un entretien en première partie. Puis je me suis dit, là, je suis prêt. Là, j'ai envie, je suis prêt je soutiens ce que je dis dans l'ensemble, c'est solide, je peux y aller. Mais au début, c'est un appel, mais c'est la vie qui nous dit, à un moment donné, si c'est le temps ou pas le temps, c'est à propos. Et souvent, on pense que, on s'imagine prêt, on ne l'est pas, on n'est pas assez mature. Et à un moment donné, c'est là, l'œuvre sort, finalement, c'est l'œuvre qui nous dit, qu'on trouve convenable, qui nous dit, là, elle est prête. C'est comme une naissance. Comment on réussit à faire entrer ça dans notre espace de vie, notre temps de travail? Bien, c'est que pour moi, la lecture, je lis depuis, de manière consciente et inspirée depuis que j'ai 16 ans. J'avais lu avant des bandes dessinées, des romans policiers, etc., des romans.
Mais depuis 16 ans, j'ai eu comme l'amour de la lecture qui a été transmise par une personne que j'ai rencontrée. L'écriture, c'est depuis 14 ans et ça ne m'a jamais quitté. Un moment pour l'écriture, la prise de notes aussi, la création, lecture, écriture, écoute de musique, expérience vécue. Une des belles phrases du CERL, je vis, j'expérimente, je réfléchis et j'écris. C'est un genre de processus, mais il y a le vécu qui est nécessaire, qu'il soit intérieur ou lié avec des gens. Donc c'est ça, ça fait partie de mon quotidien depuis 25 ans, même l'entraînement aussi. Tout ça, ça ne peut pas me quitter. C'est l'écriture, la lecture, l'entraînement, la création, c'est un art de vivre. Je ne pourrais pas vivre sans ça. Je sais que vous êtes conférencier et écrivain. Pensez-vous que la communication par écrit vous permet d'aller plus loin? Absolument. La communication par écrit, elle est plus intime. Quelqu'un m'a demandé qui est ton lecteur. Je ne m'étais jamais posé cette question-là. Je n'écris pas pour un lecteur en particulier. J'écris parce que je ne peux pas dire les choses autrement. Quand on donne une causerie philosophique ou une conférence, on s'adresse, on est près des gens, on sent l'énergie de la salle et on se laisse inspirer par les gens. Et c'est tout autre propos que je pourrais appeler quelque chose de plus exotérique, qui est lié à un grand public de tout âge. Hein. J'ai eu des personnes de 17 à 93 ans, en passant par la trentaine, quarantaine, cinquantaine. Et l'écrit, c'est quelque chose de plus intime, qui s'est fait, c'est un rapport intime, mais avec l'universel, parce qu'on tente d'écrire quelque chose d'universel, mais c'est vraiment deux rapports différents. Et l'enseignement, c'est un autre. La transmission, la formation au niveau de l'enseignement de la jeunesse, c'est autre chose. Donc, c'est comme, il y a 3 niveaux. Les conférences, c'est une chose, grand public. L'enseignement aux jeunes de 18, 19, 20 ans, c'est la formation, la transmission. Et l'écrit, c'est l'aspect plus, je pourrais dire, ésotérique, dans le sens de intime, intérieur. Et c'est pas donné à tout le monde de vouloir lire mes écrits, et c'est pas tout le monde qui se sent interpellé. Donc, oui, c'est différent. C'est comme trois arts différents que je cultive, multiples. Vous laissez au lecteur, dans vos livres, une façon de vous rejoindre. Est-ce que l'opinion des gens change votre écriture? Je laisse un moyen au lecteur de me rejoindre pour créer un pont si l'autre ressent un appel. J'ai eu quelques écrits par courriel, par téléphone, mais j'avais suivi un autre conférencier écrivain qui faisait la même chose. J'avais trouvé ça inspirant pour créer un pont. L'opinion des gens ne change pas mon écriture. On m'a déjà proposé d'écrire autrement, j'ai refusé. Cette semaine, j'ai refusé un petit article en disant à la personne que je n'étais pas inspiré. J'ai dit, je ne peux pas t'écrire rien en ce moment, je ne suis pas inspiré. Donc, je n'écris pas pour les gens. J'écris pour faire naître une œuvre. Chaque œuvre est différente et chaque œuvre a comme sa forme. C'est quelque chose qui est fait par nécessité. Et tant mieux si il y a des gens qui ont été touchés, qui ont lu une phrase, puis qui ont médité cette phrase-là. Et c'est ça qui est une petite gratitude si certains sont touchés. Mais pour savoir si les gens vont comprendre l'œuvre, je ne cherche pas à vraiment être admiré, ni à être aimé, mais tant mieux si certains sont interpellés par le texte et que ça les transforme et que ça les inspire. C'est tout ce que je souhaite. Relisez-vous certains auteurs, certains livres ou même vos propres œuvres, des fois pour vous inspirer? Je relis souvent, les auteurs, j'aime explorer de nouveaux auteurs que je ne connais pas, mais il faut que l'œuvre, le style m'interpelle.
Puis c'est lié des fois à un moment donné. Je donnais l'exemple de Clément Rosset, que j'avais tenté de lire à 19 ans, 25 ans, 29 ans, mais que finalement j'ai lu l'année dernière, j'ai lu 4 œuvres de suite de Clément Rosset. On a même travaillé en classe la philosophie tragique. Et là, c'était comme le moment opportun dans ma vie. Des fois, on essaie de lire des œuvres, ça ne fonctionne pas. Et des fois, par ailleurs, j'ai relu, quand j'étais un peu déprimé, j'ai relu La puissance de l'instant, le début du livre, pour me brasser un petit peu, pour me reconnecter à mon inspiration quand ça ne va pas. Puis des fois, je me surprends à me réjouir de lire le début de La puissance de l'instant et de me dire, finalement, il y a de la vie là-dedans, il y a de la vibration, il y a de la puissance, et ça me rend heureux. Et certains d'auteurs que je vais relire pour les approfondir, comme Nietzsche. Bon, il y a une part de Nietzsche que je ne suis plus capable de lire, qui est d'époque. Nietzsche est très polémique, beaucoup dans la rhétorique et l'emphase. Ça m'intéresse moins. Mais il y a certaines petites œuvres de Nietzsche, comme Le crépuscule des idoles de Nietzsche, et certains chapitres de Zarathustra, qui sont éternel à mes yeux, donc j'aime bien des fois relire et même retravailler avec mes élèves certains passages. Il y a des livres que je ne peux plus lire. Il faut accepter le deuil, que c'est terminé, qu'on n'a plus le goût d'aller dans cette direction-là. Ça arrive. Mais il y a une place à découverte. Comme là, une de mes découvertes, j'ai lu un peu de Husserl, un peu de Paul Ricoeur, c'était des petites découvertes, ou un texte d'Heidegger aussi, il y a des découvertes qui apparaissent.